Ils sont 28 millions par an. 28 millions de touristes visitent chaque année la Nouvelle-Aquitaine. Notre région parmi les plus prisées de France est renommée pour son littoral, sa nature ou sa gastronomie. Mais cela suffit-il vraiment à faire venir de nouveaux vacanciers? Car la fréquentation de nos hôtels et campings a baissé en 2018 selon l'INSEE, après 3 années consécutives de hausse. Alors, la Nouvelle-Aquitaine sait-elle bien se vendre? Réponse dans cette enquête de région. L'île de Ré, c'est l'un des atouts charmes de notre région en Charente-Maritime avec ses plages, ses villages typiques et ses pistes cyclables. La mise en service de ce pont en 1988 a dopé la fréquentation touristique. Aujourd'hui, au plus fort de l'été, chaque jour, des dizaines de milliers de vacanciers se côtoient sur l'île qui compte moins de 20 000 habitants. Mais ce succès, comme celui d'autres destinations phares dans la région, cache aussi une autre réalité. C'est ce que nous allons voir. Il y a encore 10 ans, on allait sur la plage, on faisait 15 jours de bronzing et puis on s'en allait. C'est fini ça. Nature, apaisement, découverte, les enfants qui puissent apprendre des choses également. Fidéliser et puis après on rentre vraiment dans un jargon de marketing, c'est-à-dire de panier moyen, toutes ces choses-là. Notre région est la deuxième destination thermale en France. Il y a aussi les centres de thalassothérapie, comme ici à l'île de Ré, on en compte 3. Nous serons dans l'un d'eux après cette première enquête au Pays Basque. Comment la destination Pays Basque très tendance se vend-elle? Vous allez voir que l'un de ses atouts, ce sont ses ambassadrices et ambassadeurs. Ils portent l'image du Pays Basque dans le monde entier. Des paysages magnifiques, une identité et des valeurs fortes, le Pays Basque séduit la planète entière. Un grand champion de pelote, une surfeuse internationale et même un petit port rustique portent l'image d'une terre aux multiples atouts. Elle est une ambassadrice naturelle du Pays Basque. Sacrée championne du monde par l'Association internationale de surf, Pauline Nadeau porte les couleurs d'Anglet depuis 3 ans. Ah ouais, c'est cool. C'est vraiment une relation qui est assez naturelle finalement. On fait quelques événements ensemble. Voilà, on essaie de promouvoir un petit peu la qualité de vie ici. J'ai un petit sticker I Love Anglet que j'ai sur toutes mes planches. J'essaie de véhiculer un petit peu l'image partout dans le monde, partout où je vais. Ce jour-là, dans la forêt de Chiberta, la surfeuse pose pour Anglet Tourisme. Aurore Cosnier se charge de la promotion et de la communication sur les réseaux sociaux. Récupération aussi. On est principalement actifs sur Facebook et Instagram. Et on a après la partie Twitter qu'on essaye de développer gentiment, mais alors plus après pour la partie des journalistes ou pour donner des infos concrètes quand par exemple je pars en salon. L'Office de tourisme d'Anglet a renouvelé son image pour rendre la destination encore plus attractive. On va reprendre un peu les cartes qui ont déjà été dessinées par Ophélie pour vérifier si on a bien toutes les thématiques. Ces responsables développent la stratégie touristique d'une ville qui accueille 550 000 vacanciers par an. On a fait appel à une illustratrice, Ophélie Dayer, qui nous a, au travers d'illustrations et de dessins, donné une image plus dynamique. Et tout cet espace de littoral, cette liberté qu'on retrouve à Anglet de par l'océan, la forêt, c'est notre valeur ajoutée. Donc c'est à travers ça qu'il faut qu'on communique. Voilà, donc ça c'est la nouvelle clé USB. On a essayé de rajeunir un peu en reprenant la signature I Love Anglet qui donne un petit coup de peps, un coup de jeune à l'Office de tourisme. Anglet Tourisme diversifie aussi sa promotion avec 5 webcams. En bord de plage, l'une de ces caméras fait en particulier le bonheur des internautes. Elle filme toutes les heures un plan panoramique qui couvre la chambre d'amour depuis le phare que l'on voit de Biarritz et qui couvre toutes ces plages ici et tout le littoral jusqu'au bout. On peut y voir les couchers de soleil, on peut voir les tempêtes, mais on peut exploiter ces images, les télécharger. Et pour nous, c'est vraiment un réel outil de communication.
Anglette surfe sur la vague numérique, Terra Aventura est une application de jeu 100% gratuite, une chasse au trésor par géolocalisation. Ça permet aux néo-aquitains, donc ceux par exemple du Limousin, donc c'est là que l'application a été créée, de venir jusqu'en Pays Basque pour trouver ces poys. 2500 personnes ont déjà participé à ce jeu qui fait découvrir Anglette grandeur nature. Dans la vallée des Aldudes, on sait aussi communiquer efficacement. À flanc de montagne, 6 lettres de 40 mètres sur 3 sont taillées dans les prés, K-I-N-T-O-A, Quintoa, comme les produits artisanaux fabriqués avec un porc pinoir du Pays Basque. Quand l'éleveur Pierre Oteiza a décidé de relancer cette race locale, il ne restait que 25 bêtes. Quand on a démarré en 90 le projet du porc basque, on était un petit peu les Indiens du cochon. Mais c'est vrai que par contre, on a toujours fait le salon de l'agriculture. Et c'est vrai qu'on a toujours été respecté par tous les professionnels. Allez. On a obtenu aujourd'hui l'AOC depuis 2 ans et ça a été la 4e AOC du Pays Basque. Les porcs sont élevés en liberté, en petits lots et nourris avec des céréales locales par 57 éleveurs et 16 fermiers entre Pays Basque, Béarn et Sudland. Après 12 mois d'élevage, les porcs sont abattus et transformés en viande ou jambon, affinés dans un incroyable séchoir. Super. Magnifique. Les Aldudes, village de 317 habitants, attirent grâce aux produits Quintoa des centaines de touristes chaque année. C'est vous qui le faites? Non. Vous trouvez qu'il me ressemble? Non, mais alors... Dans la boutique de Pierre et Catherine Oteiza, on souhaite la bienvenue en plusieurs langues. Depuis 10 ans, le Japon est le premier pays en nombre de clients de l'entreprise qui fait même de la pub. Nos produits sont exportés là-bas, voilà, dans à peu près une centaine soit d'endroits gourmands, soit ce sont des restaurants étoilés, ou après chez des boulangers qui font un pain à la française et avec nos produits dedans, et également des épiceries fines. Pour un producteur, c'est le rêve. Ils savent apprécier le produit, déguster, un respect du produit qui est magnifique. Cette vallée nichée au creux des montagnes basques s'est créée en 30 ans une renommée internationale. Tout compte fait, c'est les portes du monde dans la vallée des Aldudes. Parce qu'à partir d'ici, on peut aller partout. La preuve. Même le petit cochon l'a compris. C'est une marque qui est née les pieds dans l'océan. Un petit logo avec un numéro de département qui en 22 ans est devenu le symbole d'une terre à 2 identités, basque et béarnaise. Un sigle reconnaissable entre tous, fièrement affiché sur le siège de l'entreprise à Guétari et sur des t-shirts vendus dans le monde entier. Ça, c'est notre premier t-shirt qu'on a lancé, qui a lancé la marque en 1997. On était les premiers sur un numéro de département. 22 ans après, on est toujours là. C'est pensé, réalisé, dessiné, réfléchi, tout est conceptualisé ici à Guétari. La plupart de nos produits sont fabriqués en Europe. Louis Lacube est le directeur de 64, une entreprise 100% familiale qui a débuté à Biarritz et emploie aujourd'hui 47 salariés à l'année. Et par contre, les boutons basculent temps sur temps aussi. Les graphistes et stylistes déclinent 2 collections par an, entre images de cartes postales et clichés souvenirs. L'inspiration, elle vient de notre région, elle vient aussi des valeurs qu'on peut avoir ici, donc je pense à la nature, au sport. Avec 268 références pour l'été et 120 pour l'hiver, la marque doit se renouveler sans perdre son âme. Au début, c'est vrai qu'avec l'évolution à la fois de la marque et à la fois de la mode, on est parti sur des illustrations beaucoup plus subtiles. Il peut y avoir des noms de villes ou des noms de plages, des noms de spots de surf, la gastronomie, la fête, la famille.
Sur les produits, on n'a pas besoin d'avoir écrit Pays Basque ou il n'y a pas besoin d'avoir écrit quelque chose qui soit à connotation d'ici pour que les gens puissent l'acheter. Faites rien que la marque, elle représente quand même la région. Pour porter ses couleurs, la marque a choisi un nouvel et prestigieux ambassadeur, le champion du monde et champion de France de pelote à main nue, Bichincho Bilbao. Le pelotari choisit ses tenues de ville à la boutique de Saint-Jean-de-Luz. Lui qui est attaché à ses racines apprécie ce sponsor local. Moi, je vais essayer, Ça s'est fait naturellement. Vous avez beaucoup de rugbyman, de golfeurs aussi, et maintenant un joueur de pelote. Et voilà, ça me fait plaisir de porter cette marque. En 2 décennies, la petite marque Made in Pays Basque est devenue une grande référence. Tourisme, la Nouvelle-Aquitaine sait-elle se vendre? C'est la question centrale de cette enquête de région, aujourd'hui à l'île de Ré. Notre région accueille chaque année quelques 150 000 curistes. À cela s'ajoutent tous les soins en thalassothérapie. Alors c'est une goutte d'eau dans l'ensemble de la fréquentation touristique globale, mais ce secteur est en pleine croissance. Bon, Didier Giraud, merci de nous accueillir. Avec grand plaisir. Sur thalassothérapie Vous êtes le directeur. Il y a 3 thalassothérapies sur l'île de Ré. C'est vraiment une destination thalasso. Oui, le département de Charente-Maritime est le premier département du bien-être avec 6 thalassothérapies et 3 centres thermaux. Que viennent chercher les clients ici, par exemple? Alors là, on a un soin. On a quoi comme soin? Un soin référence de la thalassothérapie, c'est l'enveloppement d'algues où on va vous appliquer sur l'ensemble du corps l'ensemble des énergies contenues dans la mer, c'est-à-dire la richesse des oligo-éléments et des sels minéraux. C'est ça que viennent chercher aujourd'hui les clients d'une thalassothérapie ou il y a d'autres choses? Les gens viennent chercher du lâcher-prise, viennent chercher une prise en charge, viennent chercher du cocooning, viennent chercher une belle destination, soleil, comme aujourd'hui. Quels sont vos arguments commerciaux, on va dire, pour fidéliser une clientèle dans un marché hyper concurrentiel comme la thalassothérapie? La prévention santé, le bien manger, le bien bouger, le bien dormir. Vraiment, c'est notre fondamentaux où vraiment on parle avec nos spécialistes. On a la chance d'avoir des diététiciennes, des ostéopathes, des sophrologues, des gens qui vont s'occuper de votre bien-être pendant toute la durée de votre séjour. Le prix quand même élevé des soins de thalassothérapie est-il un frein au développement du secteur? Le prix peut être un frein, mais en tout cas, le prix est aussi le prix de la santé. Est-ce que vous avez une garantie d'avenir? Oui, parce que nous ne sommes pas pris en charge par la sécurité sociale, nous sommes complètement indépendants, il n'y a aucune prise en charge par la collectivité de nos métiers. Ce qui n'est pas le cas pour les curistes. Ce qui n'est pas le cas pour le thermalisme. Donc aujourd'hui, l'eau de mer, la thalassothérapie est associée à du bien-être, à de la prévention santé. On n'attend pas d'être malade pour venir se soigner. La Nouvelle-Aquitaine est-elle une destination qui est facile à vendre en thalassothérapie? Oui, très facile, très facile. On fait briller les yeux des gens lorsqu'on parle de thalassothérapie et en plus quand on parle d'île de Ré, quand on parle de cette belle destination qui est vraiment une destination magique. Avec l'île de Ré, Royan ou La Rochelle, la Charente-Maritime concentre la quasi-totalité des séjours touristiques dans cette partie de notre région. Pas facile pour la Charente voisine de tirer son épingle du jeu. Bonjour Stéphane Villain. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints Avec ici plaisir. à l'île de Ré. Vous êtes président de Charente au pluriel Tourisme. Pourquoi la partie non balnéaire du territoire charentais a plus de mal à profiter de l'offre touristique? Notre tête de gondole, c'est bien sûr la façade atlantique. On a 470 km de côte avec des îles merveilleuses comme ici, sur l'île de Ré. On a aussi la chance d'avoir un patrimoine culturel, architectural, historique, préhistorique, gastronomique, viticole, des balades équestres, des balades pédestres, et ça, c'est plutôt dans la campagne. Mais pour autant, jusqu'alors, 90% de la concentration touristique se faisait sur le littoral. Comment vous faites pour tenter de répartir mieux cette population? Il y a beaucoup de porosité maintenant, vous savez, avec les autres départements. Là, c'est vrai que nous, les Charentes, on s'est mariés maintenant depuis le 1er janvier 2018. Mais vous savez, quand les gens viennent en Charente-Maritime, il faut qu'ils aillent au Futuroscope, il faut qu'ils aillent au Puy du Fou, il faut qu'ils aillent dans le Bordelais, il faut qu'ils se promènent. Il y a encore 10 ans, on allait sur la plage, on faisait 15 jours de bronzing, et puis on s'en allait. C'est fini ça. C'est-à-dire que maintenant, on a besoin aussi de vivre des expériences, de faire des choses un petit peu nouvelles. Aller à la thalasso, penser du bien-être, aller en fait faire un tour en vélo. Il n'y a pas de
concurrence contre-productive entre les départements ou d'anciennes régions qui sont aujourd'hui mariées presque de force? Au contraire, je dirais qu'aujourd'hui, on est vraiment complémentaires. Bon, on le sait avec la Charente, moi j'ai toujours dit qu'en fait, seul on va plus vite, mais à deux on va plus loin. Alors c'est vrai qu'avec les autres départements, j'ai la chance de présider au niveau national les départements touristiques de France, inutile de vous dire que j'essaie de faire en sorte qu'il y ait beaucoup de complémentarité. Personne ne tire la couverture un peu à lui comme ça, en On n'a se pas disant, intérêt. il vaut mieux que les touristes ils viennent chez moi plutôt que chez Non, moi. on a intérêt en fait finalement vraiment à faire en sorte de faire la promotion d'un territoire. Je crois qu'aujourd'hui les gens ont besoin de vivre 1000 expériences et des expériences qui leur sont propres d'ailleurs. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas vivre la même chose que M. Dupont ou M. Durand, il faut que ça soit vraiment fait pour eux. C'est vrai que c'est génial, on entend les petits oiseaux. Il y a des odeurs tout le temps. Bonjour monsieur, je vais à Collonges-la-Rouge. Merci. Bon. Bonjour. Allez. Bonjour. 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 Vous connaissez Collonges-la-Rouge? Non. C'est qui C'est quoi? Collonges-la-Rouge, non, je ne connais pas. J'y y allais 2 fois à Collonges. Oui. Alors moi, quand j'y suis allé, il y avait en fait peu de monde. C'était assez désert. Et apparemment, ça a changé depuis. Et il faut s'imaginer les gens qui habitent vraiment dans le bourg, parce que le tourisme a des bons côtés, mais si vous ne fermez pas votre porte à clé, les gens rentrent. Si vous laissez vos fenêtres ouvertes, maintenant avec les smartphones, tout le monde fait une photo de l'intérieur. Voilà. Bon. Il y a les bons et les mauvais côtés. Et il y a combien de touristes à peu près par an? 600 000. 600 000. Vous n'êtes pas un peu victime de votre succès avec 600 000 personnes? Non. Non. Bon, c'est tolérable, c'est acceptable encore. Hein. Non, on ne s'ennuie pas. C'est pas surchargé à ce point. Hein. Non, il faut pas exagérer. Regardez comme c'est calme ce matin. Ah oui. Et votre réputation, elle est internationale, quoi. On voit les gens qui remontent du sud maintenant, de l'Espagne, beaucoup, ce qu'on ne voyait pas. Je pense que c'est le carrefour autoroutier aussi. On est bien placé ici. Ouais. Et c'est peut-être pour ça qu'on a autant de monde, si vous voulez. Oui. On a beaucoup de Chinois qui arrivent maintenant. Beaucoup de Chinois aussi. Et qui arrivent maintenant. Oui. Et Christian, venez donc. Il y a sur Collonges, je dirais que tout fonctionne au niveau commerce, même s'il reste beaucoup de commerces qui font des choses, des choses vraies, qui vendent des produits du terroir, qui font de l'artisanat. Il y a quand même de plus en plus de revendeurs de trucs qui pourraient très bien être ailleurs et qui profitent uniquement du flux touristique sans apporter autre chose. Collonges-la-Rouge, enfin moi tout petit, on allait à Collonges, quoi. Voilà, donc il y a une tradition de l'après-guerre qui fait que le tourisme dans toute cette région de la Corrèze, Collonges, Turenne, et en poussant même sur le Lot jusqu'à Rocamadour, c'est un tourisme différent qui a été structuré il y a déjà fort longtemps. Souvent, on entend dire les gens, mais il y a trop de monde à Collonges. Je leur dis oui, mais vous faites partie du trop de monde. Celui qui est derrière vous trouve que vous faites partie du trop de monde. Ben voilà, c'est la rançon de la gloire, mais Collonges, il y a du monde tout le temps. Qui c'est qui a une grande pompe? Alors, vous êtes du coin? Non. Vous êtes d'où? Normandie. Ah, la Normandie. Vous découvrez le coin, alors? Oui, absolument. On est un petit club à côté de Rouen et on vient faire un stage à Souillac et on se balade dans la région. Et Collonges, alors? C'est beau, Collonges. De toute façon, la région est belle. Hein. On a fait Sarlat, on a fait Rocamadour. Une très belle région.
Le tourisme en Limousin est fait de quoi? On a des petits villages de granit qui sont sublimes, mais c'est un patrimoine souvent caché. Ici, on profite, on a le bon air, on peut respirer, on est avec la nature. C'est mieux pour la santé. Bonjour, joli bateau. Vous êtes pêcheur? Ah, pas du tout. Faut que je vous montre alors. Ah bah oui. Voilà, forcément. Ah bah oui, on peut monter dedans. Sur le On bateau. peut monter dedans. Évidemment, avec Alors, plaisir. chercher l'autre bateau. Voilà. J'y vais régulièrement à Bassivière. J'adore ce lieu. L'île de Bassivière, le lac, c'est vraiment incroyable. C'est l'Arlésienne. Ça fait quelques années que je m'occupe du tourisme, soit en tant que créateur de l'Office du tourisme de Collonges en 2002, 2003. On parlait déjà du lac du Bassivière. Qu'est-ce qu'on va faire du lac de Bassivière? Ouais, je me rends pas compte, j'y suis allé une fois, je trouvais que c'était bien. T'as essayé de pêcher sur les récifs? Non, pas encore. Mais oui, il faudrait aller voir. Essayez ceux qui sont pas très profonds à la limite. Ces touristes là, qui viennent, ils respectent l'environnement ou ça, c'est parfois un peu... Il faut les aider à respecter l'environnement. Non, les gens qui viennent ici sont quand même... savent ce qu'ils viennent chercher, savent où ils viennent, et du coup sont quand même assez respectueux de l'environnement. Ça, c'est clair. On n'a pas le même tourisme ici qu'on pourrait avoir en bord de Méditerranée. C'est pas la même chose. Ce n'est pas un tourisme de masse. Ça a essayé d'être fait. Vous en avez un exemple ici, Pierrefitte, vous voyez. Voilà, on pourrait retrouver ça à la montagne, on pourrait retrouver ça au bord de la mer. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça va remarcher. Ouais, mais pour l'instant, ça marche pas. Ça marche pas. Mais ça va remarcher. L'erreur a été peut-être de faire de ce site un site balnéaire, qui ne l'est pas. Encore une fois, on est à 650 mètres d'altitude. Pour se baigner, ça marche juillet-août. Ouais, mais c'est pas le but du jeu. C'est pas le but du jeu, voilà. On a pas mal de tourisme familial, je dirais, et puis aussi un peu de tourisme, pas du grand sportif, mais de randonnée. Il y a beaucoup de rando à vélo, à pied, des gens qui profitent des activités nautiques sur la Dordogne. Voilà, ça. Mais ça reste quand même assez familial. Il y a quelques musées, mais est-ce que les musées d'art moderne intéressent les adolescents? Le public qui vient ici, c'est un public curieux, qui prend du temps, qui a besoin de temps pour découvrir les richesses qu'on a ici. Oui, c'est ça un peu la spécificité. C'est pas du tourisme, disons, superficiel où on vient pour bronzer ici. Déjà, c'est pas toujours facile de bronzer ici. Bonjour. Ah, ça te mérite de dire à Turenne. Bonjour. 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 Où est-ce qu'on est là? Ici, vous êtes à la chapelle des Capucins. La chapelle des Capucins, juste en dessous du château de Turenne. Il y a du tourisme là, Turenne? Il y a beaucoup de tourisme, mais un tourisme un peu déçu. Comment dire? Le château est en ruine. Ouais. Les gens croient qu'ils arrivent à un castel. Et en fait, Collonges-la-Rouge, qui est notre voisine, a beaucoup plus de succès que nous. Parce qu'elle a su, avec des animateurs, notamment Maurice Biro, l'ancien animateur, elle a su se mettre au goût du jour. Turenne est un peu à la traîne.
Parce qu'il y a une ville qui est grise, c'est Turenne, et une ville qui est rouge, Collonges. Et Turenne, c'est vraiment le patrimoine bâti, mais tout l'environnement, tout ce qui se passe autour, c'est essentiel pour mettre en valeur ce patrimoine bâti. Alors, c'est comment? C'est merveilleux. Quoi dire de plus C'est étonnant. Étonnant aussi, oui, c'est vrai. Vous connaissiez avant de... Non, non, je ne connaissais pas. Non, je connaissais pas. Et on vient de la Charente-Maritime, donc pas à côté. Voilà. D'accord. Et vous arpentez le territoire du Limousin Pendant une semaine, oui. Pendant une semaine Oui, on a fait la Roque-Gajac, on a fait les Lascaux, on a fait... Collonges-la-Rouge Collonges-la-Rouge, oui, bien sûr. Là, idéal. Non, c'est super. C'est mieux Collonges-la-Rouge ou Turenne? Ah, je préfère Collonges-la-Rouge. Je préfère. Il faut vraiment vouloir venir ici. Il faut une démarche volontaire, positive. On ne s'arrête pas par hasard. Surtout, c'est calme ici. C'est bien. Pour les gens qui arrivent du sud du Paris, déstresser, c'est bien ici. Ouais. Il n'y a pas trop des choses, les tracteurs, et autrement, c'est calme. Oui, c'est un tourisme qui se mérite, mais je crois que les gens, quand ils viennent ici une fois, ils reviennent. Chez nous, on dit toujours, lorsqu'on accueille quelqu'un sur le pas de la porte, « Shabbat entra », finissez d'entrer, ce qui montre bien qu'avant de lui dire ça, on l'a jaugé, on l'a pesé, on l'a évalué. Voilà. Et une fois que la porte est franchie, effectivement, le Limousin est capable de s'ouvrir. Mais il y a quand même un petit pas à franchir. Bonjour. Ah, ça a l'air super, hein? Ah ouais, c'est beau là. Ouais. Voilà, ouais, donc le château, les ruines de Crozant, avec le rocher de la Fileuse devant, voilà. Puis il y a Laurence Fidry, qui est de la région Creuse, qui m'a convoqué, voilà, exactement. C'est elle? Voilà, c'est elle, Laurence, Ah, d'accord. exactement. Et là, Laurence, c'est la vallée des peintres, ici. C'est le cœur de la vallée des peintres. Les impressionnistes du 19e siècle, c'est ça? Oui. Monet... Ils ont été attirés par les propos de George Sand, les témoignages aussi des critiques d'art parisiens qui connaissaient le site. Et ils ont ainsi attiré beaucoup de peintres, mais aussi des photographes à l'époque. Ici, on est à la rencontre de deux départements, de deux régions, de deux rivières et de deux langues, la langue d'Oc et la langue d'Oil. Donc, d'un côté de la frontière, on parle d'une façon et de l'autre, d'une autre façon. Donc, un lieu de frottement, de rencontre, d'échange. Mais il y a des touristes ici? Ah oui, il y a des cyclistes, il y a des randonneurs, il y a des marcheurs, il y a des gens qui viennent se ressourcer, beaucoup de granit, c'est assez puissant. Et il y a aussi l'été, les bateaux, le gros bateau, le bateau croisière qui va jusqu'au barrage des Guzons, deux plus petits bateaux, des kayaks et des peintres et des photographes. Quel avenir touristique pour le Limousin? Il y a des niches. Hein, on ne va pas faire du tourisme de masse, on va pas faire, mais il y a des niches. Je pense qu'on n'explore pas assez la randonnée itinérante. C'est-à-dire un tourisme vert, orienté vers la nature, et à taille humaine, quoi. Faut pas aller rechercher des gros complexes touristiques ou des choses comme ça. Il y a un superbe GR qui traverse le Limousin qui s'appelle le GR 46, il n'a aucun topo guide. Mais les gens ne partent plus en randonnée avec une carte Michelin. C'est pas trop mon truc, justement tout ça, toute cette interactivité avec les écrans qu'on regarde en permanence, en se butant dans une pierre parce qu'on ne regarde même pas le paysage, quoi. Je trouve ça assez ridicule. Donc c'est à nous de trouver les atouts dans ce qu'on sait le mieux faire, quoi. Nous, les habitants du... Nous, les habitants, les acteurs culturels, touristiques. Rien d'imposé d'en haut. Bah là, on se plante tout de suite.
En fait, oui, on a presque tout ici. La nature, les oiseaux, tout. Oui, la nature est assez intacte, on a cette chance. Donc c'est pas mal. C'est aussi pour ça qu'on est bien ici. On se retrouve sur l'île de Ré pour la suite de cette enquête de région et cette question, le tourisme à la Nouvelle-Aquitaine sait-elle se vendre? Les vacances au camping, la région Nouvelle-Aquitaine est la région française qui a accueilli le plus de touristes étrangers en 2018 dans les campings, selon l'INSEE, un petit peu moins les Français. Bonjour Justine Rowe. Bonjour. Merci de nous accueillir au camping des Grenettes dont vous êtes la directrice. C'est une vraie petite ville ce camping. Complètement. C'est-à-dire Voilà. qu'est-ce qu'on y trouve? Alors on y trouve une épicerie, une restauration, de l'animation, la piscine. Et comme type de logement, alors c'est très varié. Avec des choses assez rares. Donc il y a des mobilhomes, mobilhomes, des tentes améliorées, donc en dur, mais avec pas de point d'eau sur place. Que viennent chercher les vacanciers dans un camping comme celui-ci? Quelles sont leurs attentes? L'animation. C'est vrai que l'animation est très importante pour les vacanciers, que ce soit donc l'animation de piscine, le club enfant, les soirées à thème avec des spectacles. Voilà, c'est hyper important. Ça, c'est là-dessus qu'on accroche la clientèle. Tout à fait. L'animateur est vraiment fondateur en fait de l'ambiance du camping. Quel est le type de clientèle que vous avez ici? Plus étrangers que de Français? C'est à peu près à 80% de Français. 10% d'anglais et puis voilà, le reste c'est plutôt Suisse, Allemagne. Ils recherchent vraiment déjà des hébergements qui sont de plus en plus modernes. C'est vrai que c'est important d'avoir des hébergements propres, voilà, modernes. Moins en moins de tentes. Hein, oui, c'est vrai que du coup le mobilhome est très prisé. Bourgeoise. Ouais, c'est ça, voilà. Donc les campings un peu de luxe, 4-5 étoiles. La piscine, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait un bel espace aquatique avec des toboggans, l'accès proche de la plage. Donc à tout avoir un peu à proximité et pas, même si l'île de Ré est très touristique, les gens aiment bien aussi rester sur place pour avoir tout en fait. Bon, merci Justine pour ces détails. On va maintenant voir un petit peu le marché de l'hôtellerie de plein air avec mon prochain invité. Merci. Bonjour Jean-Baptiste Réou. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints au camping des Grenettes. Vous présidez la fédération de l'hôtellerie de plein air en Nouvelle-Aquitaine. Quel est le camping type en Nouvelle-Aquitaine? Nouvelle-Aquitaine, le camping type est un camping de 110-120 emplacements qui fait à peu près 250 000 € de chiffre d'affaires. Une petite PME détenue généralement par des familles. Alors la fréquentation des campings et hôtels de la région a baissé en 2018 selon l'INSEE, légèrement certes. Comment on peut l'expliquer? On l'explique parce que c'est la conjoncture. Les gens ont de moins en moins d'argent et l'hôtellerie classique perd de la fréquentation, le camping un peu moins parce qu'on accueille quand même, on est le premier lieu de destination et nos tarifs ne sont pas aussi supérieurs. On a des familles de 4 à 6 personnes qui peuvent venir justement en bungalow. Est-ce que l'hôtellerie de plein air aujourd'hui doit se repenser pour attirer de nouveaux vacanciers? Oui. La moyenne au niveau national est à peu près de 35% de taux de remplissage sur une ouverture. Donc il reste encore 65% à remplir. On a une merveilleuse perspective d'avenir. Et je pense que, donc là on est sur l'île de Ré, rien qu'à elle c'est une pépite, l'île de Ré, donc c'est assez facile de faire venir du monde, mais il existe encore plein de petits établissements nichés de part et d'autre de la Nouvelle-Aquitaine qui peuvent trouver des petites pépites pour se faire valoir, que ce soit au fin fond de la Dordogne ou trouver des hébergements atypiques. Il y a une sacrée marge de progression quand même entre 30% d'occupation et 70% de vide. Oui, c'est une moyenne. On se doute bien que du 1er au 20 août, tout le monde est complet, notamment ici sur l'île de Ré. Mais comme le plus dur, c'est de faire toute l'année. En fait. Le plus dur, c'est de faire toute l'année. Alors, comment on fait alors du coup pour tenir toute l'année? Des tarifs pour faire venir, d'où le hors-saison. Et ensuite, essayer de trouver une façon de distraire le vacancier, de lui faire comprendre que les vacances, c'est pas forcément 1 ou 2 semaines, ça peut être aussi 3 jours. Donc, essayer d'attirer de la clientèle de région. Et ça, on ne sait pas le faire encore? Non, pas assez. C'est pas tout d'avoir le camping ouvert. Si on a tous les autres commerçants qui sont fermés, c'est pas évident. Donc il faut trouver une petite dynamique, justement, pour que ça puisse fonctionner. Mais on a une belle perspective d'avenir, oui.
Merci Jean-Baptiste Dagréou pour toutes ces précisions. Alors parmi les secteurs d'activité en croissance, il y a le tourisme d'affaires. Rendez-vous compte, il a représenté par exemple la moitié des nuitées hôtelières en 2018 à Bordeaux. Autre tendance, le slow tourisme, un tourisme de bien-être proche de la nature, des tendances sur lesquelles misent les Deux-Sèvres pour doper la fréquentation touristique du département, réputé pour sa place d'affaires à Niort et pour son marais Poitevin. Près d'1 million de visiteurs chaque année. Le marais Poitevin, une vitrine touristique pour les Deux-Sèvres. À Coulon, le village carte postale vit au rythme de ses barques, en plein cœur de ce parc naturel régional de 100 000 hectares. Cette famille nantaise le découvre pour la première fois. Une surprise l'attend, un feu sur l'eau. C'est toute la décomposition de la végétation qui se décompose justement sous l'eau, créant donc des poches de gaz. Une vraie alternative au tourisme de masse sur la côte atlantique. Nature, apaisement, découverte, les enfants qui puissent apprendre des choses également. Ouais, le côté ludique. Le côté, voilà, tout en étant ludique, apprentissage, voilà, et puis c'était pas trop loin de la maison. Ici, on parle de tourisme vert. Il y a quand même pas mal de régions très sympathiques. On n'est pas obligé de partir l'autre bout du monde pour ça. Déjà le temps, il fait moins gris qu'à Paris. Et puis la découverte, la nature. Bonjour Chloé. Manuel Mercier en a fait son business depuis 1990. Aujourd'hui, il est à la tête d'une PME dont l'ADN est le marais Poitevin. Il emploie jusqu'à 130 personnes et 110 barques naviguent sous son pavillon. Ce ne sont que des collectionneurs de voitures. Il va y avoir à bord du bateau des Français et des Anglais. D'accord. D'accord. Donc, est-ce que vous avez un guide bilingue de dispo? Il possède aussi des magasins de souvenirs. Bonjour Manu. Bon alors, cette journée, ça se passe bien? Oui, ça a bien commencé. Bon, mieux qu'hier? Bon, j'ai bien travaillé hier quand même. Bah, vous savez bien que pour moi, c'est jamais suffisant. Oui, je sais bien. Ainsi que plusieurs restaurants. Bonjour Chloé. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Alors, vous terminez le dressage de la terrasse? Oui. Bonjour Margot, alors vous n'avez rien cassé aujourd'hui? Non, pas pour le moment. Une formidable réussite économique pour ce fils d'agriculteur maraîcher, devenu le big boss du tourisme de la Venise verte. Mais Manuel Mercier voit toujours plus grand et rêve d'un marais plus ambitieux. Le marais Poitevin, c'est pas se vendre, parce que le marais Poitevin n'est pas une unité. Donc il faut renouveler notre activité, il faut la faire évoluer, il faut lui donner un nouveau sens pour que le visiteur ait envie de venir tout le temps. Mais s'il y a une offre touristique qui se construit, qui offre des tarifs agréables, avec des hôtes qui ont envie de recevoir toute l'année, eh bien on va rendre l'attractivité de ce territoire extraordinaire et sans modifier la taille de nos entreprises, on sera en capacité effectivement à développer le nombre de visiteurs. L'autre atout touristique des Deux-Sèvres est moins connu. Il faut aller à la descente des TGV parisiens pour le découvrir. C'est le tourisme d'affaires. Grâce à ces mutuelles, Niort draine une forte activité économique toute l'année. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous faites le 9 depuis votre téléphone ou vous venez le voir. Je vous remercie. Vous venez à Niort pour des affaires? Pour une réunion. Pour une réunion à la MAF à côté. D'accord. Voilà. Vous travaillez dans les assurances? Tout à fait, oui. Les hôtels de la ville génèrent 20 millions d'euros de chiffre d'affaires avec ce type de clients. Voici typiquement le type de chambre que nous louons à la clientèle affaires. Je vais vous montrer. Donc ce sont des chambres que nous louons entre 80 et 130 euros, tout dépend des périodes. On a des contrats sociétés avec les entreprises, puisque à Niort, 80% de notre activité tourne autour de la clientèle affaires et 20% loisirs. Et l'activité économique de Niort est principalement orientée sur les mutuelles, le tertiaire, puisque c'est la 4e place financière française. Mais Niort souffre aussi d'une image de ville terne. En janvier dernier, le Goncourt Michel Houellebecq lui offre même une terrible publicité dans son dernier roman.
La troisième journée de voyage fut interminable. L'autoroute A10 semblait presque entièrement en travaux et il y eut 2 heures de bouchons à la sortie de Bordeaux. C'est dans cet état d'exaspération avancée que j'arrivai à Niort, une des villes les plus laides qu'il m'ait été donné de voir. Alors, Niort veut séduire. C'est le but du projet Port-Boineau le long de la Sèvre. Une friche industrielle en plein centre-ville et en pleine métamorphose. L'un des chantiers les plus importants de l'agglomération. C'est une nouvelle vitrine touristique ? C'est pas une nouvelle, c'est la première vitrine touristique qui est construite à Niort, c'est clair. Future porte d'entrée du Marais Poitevin, Port-Boineau va accueillir des embarcadères, des restaurants, des projets culturels. Coût du chantier, 12 millions d'euros. On ne cherche pas à faire du chiffre, on veut faire de la qualité. On ne veut pas avoir forcément des millions de touristes qui débarquent à Niort, c'est pas le sujet. On est sur du tourisme doux, on prend son temps, on fait du sport, on profite, on est dans un cadre de vie, on a une qualité de vie ici tous les jours. Et donc l'objectif, c'est de permettre à ceux qui veulent venir découvrir ce territoire, de voir combien il est préservé, combien il est appréciable, combien on peut vraiment à la fois se délasser, mais aussi se défouler et aussi profiter tout simplement de ces vacances dans un cadre, encore une fois, très préservé. C'est ça l'intérêt, notre stratégie, notre objectif touristique. À quelques kilomètres de là, dans cet espace arboré de 30 hectares, de l'argent public est aussi investi pour le tourisme. C'est Zoodyssée. Ce parc de la faune européenne doit se réinventer pour mieux se vendre, avec de nouvelles espèces, comme ces flamants roses, 2 sévriens depuis peu. Bon, vous n'aviez pas l'habitude de ce genre d'animaux là à Zoodyssée ? Ah du tout non, c'était principalement les cervidés, les rapaces, des choses comme ça, donc flamand c'est vraiment tout nouveau. Le parc compte pourtant 600 pensionnaires, avec de nombreuses naissances. Ce bébé mouflon est né dans la nuit. Vous pouvez nous expliquer Donc ce là, que vous êtes en train de faire ? on commence par le sexer pour savoir si c'est une petite fille ou un petit garçon, donc on a un mâle. Et après on vérifie que tout va bien avant de lui mettre un transpondeur électronique. Mais ces naissances régulières ne suffisent plus. Les touristes sont toujours demandeurs de nouveautés. Ouais, vous avez vu que le parc a évolué, qu'il y a un espace méditerranéen. Vous en pensez quoi de cette évolution ? Eh ben, faut qu'on revienne au mois de juillet pour voir les ours. Parce qu'elle nous a dit qu'il y avait les ours qui arriveraient au mois de juillet dans l'espace montagne. Pour parler de cette mue touristique, nous avons retrouvé le directeur de Zoodyssée à l'espace dédié aux loups, les stars du parc. Ça reste une espèce effectivement emblématique, donc dans le top 5 des animaux préférés des visiteurs, le loup est toujours très bien placé. Oui. Avec une question, comment trouver un équilibre entre les missions scientifiques de Zoodyssée et le divertissement ? On va simplement bouger, switcher les animaux pour les rassembler sur une zone montagne, sur une zone humide, sur une zone forêt, etc. Et faire une scénographie qui sera naturelle et fortement accentuée pour provoquer chez le visiteur un émerveillement qui va lui permettre d'être sensibilisé un peu plus à la faune européenne. Zoodyssée appartient au conseil départemental. Gilbert Favreau, son président, veut en faire la vitrine d'un tourisme de Sévrien populaire. Nous ne sommes pas des mammouths du tourisme dans la région Nouvelle-Aquitaine. Nous avons 2 voisins qui sont de gros départements touristiques, la Vendée et la Charente-Maritime. Or, je considère que les Deux-Sèvres ont des atouts réels, des atouts dans le contexte qui est un contexte économique, disons-le, puisque le tourisme des zones côtières est un tourisme plus onéreux que ne peut l'être le tourisme des Deux-Sèvres. Objectif pour Zoodyssée, passer la barre des 100 000 visiteurs annuels. À l'Alexandra Palace, une toute autre clientèle est visée. Un milliardaire américain a investi 12 millions d'euros dans la rénovation de ce château entouré d'un golfe.
Bonjour. Bonjour monsieur, bienvenue à l'Alexandra Palace. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Quelques jours avant son ouverture, visite guidée de ce nouvel hôtel avec le directeur de projet. Voilà, je tenais quand même à vous montrer deux de ces magnifiques lustres en cristal. C'est magnifique. Donc on a posé 1,4 tonne de lustres en cristal dans tout le château, dont ces 2 exemplaires magnifiques qui ont été, comme tous les autres, assemblés pièce par pièce à la main. Chaque lustre là coûte combien? Ça dépend du modèle, hein. Il y a plusieurs modèles dans le château, c'est entre 5 000 et 15 000 euros. Et ceci pèse 40 kg. Un déluge de luxe à tous les étages. Alors c'était important pour le propriétaire de ce château d'avoir une très belle cave. Hein. Oui, c'est très important car le propriétaire, M. Yunnan, est un grand amateur de vin, un grand connaisseur de vin. Il a déjà investi dans le vignoble bordelais, visiblement. Tout à fait. Donc le propriétaire du château, M. Yunnan, possède déjà 2 vignobles à Saint-Émilion. Alors là, on est dans un escalier qui a été refait à neuf? Absolument, l'escalier est tout neuf, c'est l'escalier d'honneur en marbre de Carrare. Alors, pour la petite histoire, l'escalier d'origine était déjà en marbre, mais en marbre rose, et la carrière qui était dans le sud de la France n'existe plus. Donc nous avons refait en marbre de Carrare. Voilà. Et nous allons nous diriger vers la suite. Eh bien, bienvenue dans la suite, donc la plus belle chambre de l'hôtel actuellement, où on retrouve évidemment les lustres en cristal, et puis cette superbe chambre à coucher. On a une vingtaine de chambres dans l'hôtel, mais celle-ci est particulière, évidemment. D'abord par sa superficie, puis c'est par cette superbe terrasse qui offre un point de vue imprenable à la fois sur le golfe et sur toute la campagne environnante. Voilà. Ah, c'est sympa pour un petit déjeuner. C'est pas mal. La plus belle terrasse du château. Un hôtel 5 étoiles à Mazières-en-Gâtine, au beau milieu de la campagne de Sévrienne. Un vrai pari touristique basé sur des tarifs attractifs. On n'est pas non plus sur des tarifs d'établissement parisien. Donc c'est vraiment offrir l'expérience château à tout le monde. Mais quelle clientèle visez-vous? Alors principalement une clientèle d'affaires, avec la proximité de Niort, de Poitiers, touristique également, avec beaucoup d'anglo-saxons qui recherchent justement ce style de demeure, parce qu'ils viennent chercher ça également, d'avoir quelque chose de classique. C'est l'image de la France. Avec l'Alexandra Palace, Port-Boineau, le Marais Poitevin et The Odyssée, le tourisme de Sévrien rêve de se faire une place au soleil. Les enjeux financiers sont en effet vertigineux. La consommation touristique représente 12 milliards d'euros par an en Nouvelle-Aquitaine. Autre chiffre, en 2017, selon l'INSEE, cette région a enregistré plus de 40 millions de nuitées. Les Deux-Sèvres n'en représentent qu'un seul petit pourcent. La suite et la fin de cette enquête de région sur l'île de Ré avec cette question: tourisme, la Nouvelle-Aquitaine sait-elle se vendre? Bonjour Luc Béal, merci de nous avoir rejoints ici à l'île de Ré. Vous êtes le directeur de l'Institut du management du tourisme à La Rochelle. Alors, il n'y a pas de marque Nouvelle-Aquitaine, contrairement à nos voisins de l'Occitanie. Est-ce que c'est un handicap pour vendre la destination en Nouvelle-Aquitaine ou est-ce qu'il faut penser autrement? Selon la nature du touriste qu'on va attirer, ça ne sera pas la même marque qui va leur parler. Ça va vraiment dépendre du type de visiteur que vous avez. Donc notre conviction à l'Institut, c'est que ce n'est pas forcément la problématique la plus urgente en matière d'attractivité. C'est laquelle la plus urgente alors? Eh bien, encore une fois, ce à quoi on travaille, notamment avec nos collègues institutionnels de la région et puis du département, c'est de construire un observatoire qui va nous permettre de systématiquement analyser les comportements des visiteurs sur la destination. Tout l'enjeu, c'est effectivement, une fois qu'on a passé sa première nuit, qu'on est bien installé, qu'on n'a plus le stress de l'arrivée, qu'est-ce que cette destination va bien vouloir nous proposer? C'est là-dessus qu'on n'est pas encore très bon. Il y a une université en Suisse qui est très pointue sur le sujet. Quand on les entend, c'est pratiquement tous les institutionnels qui ont le même problème. C'est-à-dire qu'ils se bataillent à travailler leur marque, qui est certes importante, mais il n'y aura jamais, pour revenir à votre question initiale, de marque idéale à mon sens. La plupart des institutionnels dans le monde ont ce même problème. C'est-à-dire qu'ils vont déployer énormément d'énergie à être visibles dans ce qu'on appelle le tunnel de conversion, dans le processus d'achat du touriste.
pour qu'effectivement ils arrivent sur la destination. Mais après, qu'est-ce qu'on appelle la destination? Le point d'entrée, est-ce que c'est Bordeaux, La Rochelle, ou est-ce que c'est l'île de Ré, etc. Et fidéliser cette clientèle. Fidéliser, et puis après, on rentre vraiment dans un jargon de marketing, c'est-à-dire de panier moyen, toutes ces choses-là. Alors s'il faut penser différemment, est-ce que nous, dans la région, on n'a pas un handicap par la taille de cette région, qui est très importante, avec des territoires finalement très divers? Est-ce un handicap pour vendre une destination? Certaines régions, certaines institutionnels, certains individus qui travaillaient à promouvoir des destinations qui au départ étaient distinctes, voire concurrentes, depuis quelques années travaillent à travailler ensemble. Donc chaque ancienne région a un peu tendance à vouloir tirer la couverture à elle? C'est pas ma perception. Au contraire, tout le monde comprend un peu les spécificités de chaque partie du territoire, mais qu'effectivement l'enjeu, c'est si vous arrivez à faire entrer un touriste sur La Rochelle, comment est-ce que vous faites pour le capter sur la destination de La Rochelle, l'île de Ré, voire à leur faire connaître ce qui se passe dans le Cognacien, vers Cognac, voire Bordeaux, etc. Donc c'est vraiment une notion de, encore une fois, comme en marketing dans les années 60, quand on vendait les produits de grande consommation. C'est une fois que vous avez bien compris ce à quoi aspirait Luc Béal, eh bien, tout l'enjeu, ça va être d'anticiper sur ce qu'il pourrait aimer et de quelle manière on va le lui apporter. Et c'est pas forcément par du harcèlement publicitaire ou des applications précises. Voilà. Pour conquérir de nouveaux marchés, la région Nouvelle-Aquitaine a adopté en 2018 une stratégie, devenir la première région touristique durable, un tourisme respectueux de ses enjeux environnementaux, économiques et sociaux. Cette stratégie sera-t-elle payante pour encore mieux vendre la destination Nouvelle-Aquitaine? En tout cas, les enjeux économiques sont énormes. Dans notre région, le tourisme emploie 110 000 personnes directement. Merci de nous avoir suivis pour Enquête de Région. À bientôt.